Ok, bonjour, je m'appelle Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous parler de testing et principalement de property-based testing. Avant de commencer, je voulais déjà parler de quelque chose que je pense que tout le monde a rencontré une fois dans sa vie en tant que développeur. C'est on lance notre programme, on a développé tout ce qu'il fallait, on a mis les tests qu'il fallait. Ça a été testé par plein de gens et malheureusement, on arrive en prod. Et là, tout foire en fait au dernier moment et malgré tout ce qu'on a pu se mettre sous la dent pour fixer les problèmes avant qu'ils puissent arriver. Alors c'est un problème qui arrive souvent et ça arrive un peu à tous les projets, je pense que tous les projets ont pu avoir ce problème. Développer plein de fonctionnalités et à un moment, au moment de la release finale mise en prod, on a un bug, on ne l'avait pas détecté avant et pourtant il existe. Je vais prendre un petit exemple, qui est un exemple venant d'Android qui a été fixé il y a très longtemps que ça, qui permettait en fait de bypasser le bug script d'un utilisateur en s'amusant à faire une série d'opérations. Donc là, j'ai résumé en 9 opérations dans lesquelles on faisait finalement un buffer overflow dans la partie native, juste en s'amusant à copier-coller des caractères d'une zone à une autre de l'OS Android. Alors pourquoi je vous parle de ça, c'est tout simplement une issue comme ça, enfin un problème comme ça, on aimerait pouvoir le détecter plus rapidement dans nos codebases. On aimerait éviter d'avoir à débugger ce genre de cas au dernier moment et on aimerait que les gens ne détectent pas des bugs comme ça ou des zéro dash sur nos projets et être proactifs pour les fixer. Alors, pour ce faire, en fait, on utilise souvent la célèbre pyramide de test. La pyramide de test, grosso modo, c'est des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests end-to-end. Unitaire, on peut voir ça comme un peu, on va tester notre fonction avec tout qui va être moqué au niveau de notre fonction. L'intégration, on va tester le système avec les autres systèmes moqués. Et le end-to-end, on peut voir ça comme je teste mon système dans son intégration finale avec tous les autres systèmes. Après, ça dépend de votre interprétation, de comment vous le voyez, mais grosso modo, voilà une idée de comment on peut voir cette pyramide. Un test unitaire en JavaScript, on peut par exemple l'écrire comme ça. Donc ici, c'est un test sur Jest, qui est écrit avec Jest, qui permet de tester une fonction qui s'appelle Knus. L'algorithme de Knus, c'est un algorithme qui prend deux paramètres, une première chaîne, ça marche pas sur la télé, une première chaîne qui va être la chaîne, une première chaîne dans laquelle on va vérifier si la deuxième chaîne est présente ou non. En fait, c'est un algorithme isSubstring qui nous donne la position de départ en plus. Sur un test comme ça, et en général nos tests on les écrit comme ça, on va avoir prédéfini des entrées pour lesquelles on connaît directement les sorties. C'est souvent comme ça qu'on écrit nos tests aujourd'hui. Dans un test end-to-end, donc ici c'est un test issu de la documentation officielle de Selenium, on va définir un scénario qui est là encore prédéfini à l'avance, dans lequel on va s'attendre à certains résultats et certaines sorties. Donc ici, le scénario qu'on a écrit, c'est de se rendre sur google.com, trouver un élément de type dont le name est Q, taper dedans WebDriver, faire entrer, et après, à la fin de ce test, on s'attend à ce que le titre de notre page soit WebDriver Google Search. Dans ce test, en fait, on a recodé un scénario d'entrée, on a recodé pour ce scénario d'entrée des sorties. Et après, le problème qu'on a, c'est qu'on a beau écrire tous ces tests, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a des soucis et on peut toujours avoir des bugs en production. La question, c'est comment on est sûr que ces tests marchent bien. Et des réponses classiques qu'on va avoir, c'est mon projet est pas mal, il est utilisé par plein de gens, les gens sont contents. C'est par exemple le cas d'Android, et pourtant Android a eu des bugs. Un deuxième exemple de réponse qu'on a souvent sur est-ce que tu es sûr de ton code, est-ce que tu es sûr qu'il va marcher, souvent la couverture à 100%. Là, je vous reverrai cette image dans laquelle on a une couverture à 100% et pourtant, dans ce code, a priori, rien ne marche. Enfin, il y a des choses qui ne marchent pas très bien et pourtant, on a bien une couverture à 100%. Donc en fait, c'est pas assez. Et ça va être tout l'objectif de ce talk. L'objectif du talk, c'est de vous présenter un peu comment on pourrait faire pour aller un peu de l'avant et avoir des tests qui nous permettent de prévenir à l'avance ce genre de problème, c'est-à-dire des bugs qu'on n'avait pas prévus lorsqu'on a écrit notre code. Alors, avant de commencer, je vais me présenter, je m'appelle Nicolas Dubien. Le logo avec le point d'interrogation, c'est que pour l'instant, je fais partie d'une startup qui n'a ni nom ni logo, donc je ne peux pas vous mettre de logo, mais j'aurais bien aimé mettre un logo, j'ai essayé de chercher, il n'y avait pas de logo. Sinon, vous pouvez me retrouver sur GitHub et sur mon Twitter, qui sont marqués ici, que vous pouvez retrouver en bas des slides. Alors, le problème ici, c'est qu'on aimerait en fait, on aimerait être en mesure de tester notre code source et d'être plus sûr de nos releases.
et de détecter des bugs qui sont un peu plus fichus que ceux qu'on a l'habitude de trouver avec nos tests unitaires classiques. Notre problème, si vous vous rappelez des deux tests que je vous ai montrés tout à l'heure, qui est le test unitaire qui est sur l'algorithme de Knuth et le test end-to-end qui était sur la webpage officielle de Google, c'est que finalement on a recodé dans ces deux cas un scénario, un scénario ou des entrées. Dans le cas de l'algorithme de Knuth, on a testé notre algorithme face à une dizaine d'entrées et on a pour ces 10 entrées donné des sorties attendues. Malheureusement, on pourrait tomber sur des cas dans lesquels on a oublié certaines entrées. C'est d'ailleurs le cas où on va vous dire rajouter un test unitaire, tu as oublié de couvrir tel cas. Mais potentiellement, bien qu'on ait des infos, rajoute ce test unitaire, on peut en rater encore quelques-uns. Donc l'idée, ça va être d'aller plus loin que ça. Et pour aller plus loin, on va introduire du random. Le random, en général, en test, on n'aime pas trop. Donc on va essayer de faire ça de manière un peu plus futée que du random classique. On va l'introduire de manière reproductible. L'idée, c'est de faire en sorte que si jamais mon test plante sur ma CI ou même en local, j'ai une seed qui me permet de relancer le test exactement comme il a été lancé lors de la sienne. Un autre point qui est important de noter, c'est qu'on ne veut surtout pas que ce soit déterministe. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre de ne pas vouloir être déterministe. La raison de ça, la raison pour laquelle on veut introduire du random, c'est qu'aujourd'hui, on a recodé une dizaine, vingtaine de tests unitaires, et que ces 10 à 20 tests unitaires ne suffisent pas. Si on était déterministe, ça voudrait dire qu'à chaque run de notre CI, on relance exactement les mêmes tests. Donc on retomberait dans le cas de on a hardcodé des tests. On a hardcodé des tests. Donc l'idée, ça serait justement de ne pas être déterministe, et pour appuyer un peu ce besoin de ne pas être déterministe sur ce cas-là, je vous renverrai aux tests qui sont faits sur Google Chrome par fuzzing. L'idée en fait c'est de tester le navigateur Chrome avec du fuzzing, donc c'est des entrées aléatoires, et de voir si le navigateur crash pour détecter des 0D avant que des petits hackers s'amusent à les détecter pour Google. Donc le non déterministe, ça existe déjà en test et c'est utilisé par des grosses boîtes pour détecter des problèmes. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que parmi vous, il y en a certains qui ont déjà entendu parler de property-based testing dans la salle? Ok. Ceux qui ont entendu parler, j'espère vous apprendre des trucs. Et peut-être ceux qui n'ont pas entendu parler, j'espère aussi vous apprendre des trucs, c'est l'objectif du talk. En fait, le property-based testing, l'objectif, ça va être de répondre aux besoins qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à expliciter tous les tests qu'on aimerait pour décrire nos problèmes. On voudra aller plus loin et découvrir des cas en fait, qui posent problème. Aller un tout petit peu plus loin. Pour vous présenter le property-based testing, je vais prendre une livre qui s'appelle FastCheck, dont je suis l'auteur. FastCheck, aujourd'hui, c'est 800 stars sur GitHub, ça a pas mal monté depuis les dernières fois. Tout ce que je vais vous présenter ici, en fait, s'adapte à d'autres types de property-based testing, que ce soit des libres en JavaScript, des libres en Scala, des libres en C#, des libres en C++. C'est assez générique. Vous avez juste à changer en fait, les endroits où je parle de FastCheck par le nom de votre framework de property-based et tout s'adaptera. En gros, le property-based testing, l'idée, ça va être de tester des propriétés plutôt que de tester des exemples. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on a recodé des entrées pour lesquelles on a recodé des sorties, et c'était notre test. Notre test consistait à prendre des entrées qu'on a définies et vérifier qu'ils donnent bien des sorties qu'on a également précalculées nous de notre côté. L'idée du property-based, ça va être de tester des propriétés. Une propriété, vous pouvez le voir comme ça. Pour tout x, y, tel que x et y remplissent certaines préconditions, je m'attends à vérifier une propriété sur x, y. Grosso modo, ça s'inscrit de la manière suivante. Pour vous et pour le framework, il faut le comprendre de la manière suivante, qui est génère-moi des entrées aléatoires basées sur les générateurs de x et de y que je t'ai spécifiés. Ensuite, de manière optionnelle, on peut lui préciser une précondition. Une précondition, ça permet de vérifier, par exemple, est-ce que x est plus petit que y. Admettons que notre propriété ne tient que si x est plus petit que y. Dans ce cas-là, on peut écrire une précondition qui dit est-ce que x est plus petit que y. Dans le cas où x serait supérieur ou égal à y, on régénère une nouvelle entrée. C'est pas grave, on appelle le framework qui régénère une nouvelle entrée et il va tout simplement nous générer une entrée valide. Tant qu'il n'y a pas d'entrée valide, il va continuer à tester des générations. Et enfin, la propriété, on va lancer le test, et en cas de problème, on va reporter le problème de manière intelligente. Je vais revenir un petit peu sur le côté intelligent, mais avant, on va continuer un petit peu là-dessus. Ça, on va le faire 100 fois. Pourquoi 100 fois? Parce qu'en général, ça suffit à trouver pas mal de bugs, on verra ça tout à l'heure. Et que finalement, vous allez le lancer dans votre CI, et dans votre CI, il va tourner 100 fois le premier run, puis on va avoir 100 nouveaux tests le deuxième run, puis 100 nouveaux, puis 100 nouveaux, puis 100 nouveaux,
Au final, vous allez courir beaucoup plus que 100 tests avec ce genre de test. Un exemple, en fait, si on veut, pour voir un petit peu comment ça peut s'appliquer sur un algorithme classique, on va prendre l'algorithme de isSubstring. isSubstring, c'est un algorithme qui prend deux chaînes de caractères A et B, et qui va nous dire si la chaîne B est une sous-chaîne de A. On aimerait, en fait, pour cet algorithme, écrire une propriété. Donc, comme je l'ai dit, une propriété, c'est pour tout x, y, tel que x et y répondent à certaines préconditions. J'ai quelque chose à vérifier. Une propriété qu'on peut voir pour isSubstring, et je vais expliquer pourquoi, c'est que pour tout A, B et C string, donc ça c'est notre for all, on n'a pas de précondition ici, B est une sous-chaîne de A plus B plus C. Pourquoi ça? Tout simplement, si on prend trois chaînes purement aléatoires, AZE, RT et Y, on voit bien que RT est bien une sous-chaîne de AZRT. Donc ça, c'est la propriété qu'on doit donner à notre framework. On va dire à notre framework, écoute, génère-moi trois chaînes de caractères ABC, et chaque fois que tu prendras des chaînes de caractères, tu dois vérifier que B est bien une sous-chaîne de A plus B plus C. S'il y a un problème, il faut me le dire. Alors en parlant de problème, on va revenir sur la partie report intelligent. Qu'est-ce que le report intelligent? Finalement, quand ça va planter, et ça peut planter, on pourra avoir un bug sur les chaînes A, B, C que je vous montre ici. Ces chaînes-là sont un peu particulières, et à première vue, on peut imaginer plein de sources du bug. On a un caractère Unicode chat, on a une apostrophe, on a nul par exemple dans la chaîne C. Et là, on va dire j'étais assez sympa parce qu'on a parlé de strings. Des strings, ça peut être plus qu'une vingtaine de caractères. Le framework pourrait très bien nous générer des strings de plusieurs kilos. Il n'y a pas de problème à faire ça et nous reporter une erreur monstrueuse. C'est pas ce qu'il va faire, il va nous reporter une erreur plus intelligente. Alors comment il va faire ça? Il va faire ce qu'on appelle du shrinking. Alors le shrinking, ça consiste à prendre l'entrée et à réduire le cas vers un cas plus petit. Par exemple, dans le cas des chaînes ABC qui sont présentes ici, le framework va tester donc, les chaînes ABC, se rend compte qu'il y a un bug, il va essayer un autre cas, qui est juste le même cas sans la chaîne A, avec la chaîne A qui serait vide. Il remarque qu'il y a encore le problème. Donc il va faire la même chose sur B, là, manque de pot, en enlevant complètement B, on n'a plus le bug. Donc il va remettre quelques caractères, etc., jusqu'à arriver finalement à un cas minimal, dans lequel on a vraiment le cas minimal, et dans ce cas-là, il va nous reporter l'erreur qui dit A est la chaîne vide, B est une chaîne qui contient 2 i, et C est la chaîne vide. Et donc là, par exemple, à première vue, on aurait pu imaginer plein de causes d'erreur, mais la cause d'erreur, c'était juste la présence de deux caractères identiques dans la chaîne du milieu. C'est un cas purement imagé, mais potentiellement, vous pourriez rencontrer ce genre de cas. Alors, essayons un petit peu de voir ce que ça donnerait, en fait, voir à quoi ça ressemble en termes d'application, parce que là, je vous ai parlé théoriquement à quoi ça ressemblait. Essayons de voir comment on pourrait faire ça. On va tester isSubstring. On va essayer d'implémenter la propriété, donc pour tout ABC, B est une sous-chaîne de A plus B plus C. Alors pour ça, je vais essayer de le faire très rapidement en live coding. Si je retrouve ma souris. Alors, j'ai ici un algorithme de Knuth, donc c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure. On peut l'utiliser facilement pour définir isSubstring. L'implémentation isSubstring peut s'écrire rapidement en fonction de Knuth. Si on lance les tests unitaires qui sont au-dessus, normalement tout devrait passer. Donc là on a deux tests qui passent. Le premier sum units et le deuxième c'est celui qu'on va s'amuser à remplir. On va essayer d'écrire la propriété. Une propriété avec FastCheck et en général avec tous les autres frameworks, ça commence par un assert, une fonction d'assert qui est une sorte de test runner dans lequel on va définir notre propriété. Et ici la propriété c'est d'avoir trois chaînes de caractères. Finalement, on veut générer trois chaînes de caractères. On va demander au framework avec des trucs built-in de nous générer trois chaînes. On récupère ces trois chaînes sous le nom ABC pour reprendre ce qu'on avait tout à l'heure. Et ce qu'on s'attend à avoir, c'est que B est une sous-chaîne de A plus B plus C. Donc on écrit A plus B plus C. On vérifie que B est bien une sous-chaîne de A plus B plus C. On relance le test. Et là, en fait, mon VS Code me dit, en fait, il y a une erreur dans cet algorithme. On voit qu'il y a une erreur, et le contre-exemple, c'est trois chaînes de caractères vides. Donc l'idée, c'est vraiment de vous reporter ce genre d'erreur. On voit que l'algorithme au-dessus était bien couvert. On a bien des tests unitaires, malheureusement, on n'a pas couvert tous les cas qui étaient intéressants. Pour revenir très rapidement sur cet exemple,
La propriété s'écrit comme ça, donc on appelle le framework pour nous générer 3 chaînes de caractères avec des built-in qui sont FC string. Dans d'autres frameworks, ça va être JSC string, mais ça revient exactement au même. On récupère ces 3 chaînes de caractères et on vérifie que isSubstring est bien vérifié pour ces 3 chaînes. Ce genre de propriété, je l'ai utilisé pour trouver des bugs dans JavaScript Algorithms, qui est un repo à 50 000 stars aujourd'hui, qui a une couverture à 100%, donc c'est pour revenir sur le cas des 100% de couverture. Et ça m'a permis de trouver donc, le cas des 2 chaînes vides, qui est en fait le cas que je vous ai présenté, qui est directement tiré de JavaScript Algorithms. La même propriété sur le même repo m'a permis de trouver un bug aussi dans Ravencart, qui est un autre algorithme. Dans ce cas-là, c'est un buffer un integer overflow avec un rounding de double à int. Mais bon, JavaScript Algorithms, c'est bien sympa, mais on va regarder un petit peu, juste avant de changer rapidement. Là, on a testé un cas où on vérifiait que isSubstring renvoyait toujours true avant de switcher. Si on s'amuse à écrire isSubstring comme une fonction qui renvoie toujours true, notre test il va être vert. L'idée, c'est, quand on écrit du property base, c'est surtout pas de remplacer tous vos tests unitaires par des tests de property base, c'est un complément. Ça vous permet d'avoir une plus grande sûreté dans certains cas, d'avoir des cas en plus, mais ça va surtout pas remplacer les tests par exemple. Dans le cas de l'algorithme de Knus, dans ce cas particulier, en fait, l'algorithme nous donne la position de départ de la sous-chaîne, donc on peut aller un tout petit peu plus loin si on veut s'amuser, en prenant 2 chaînes A et B, où B est une vraie sous-chaîne de A. On peut vérifier que finalement la position qui nous est retournée correspond bien à la position de début de la sous-chaîne. Donc ça, c'est une propriété qu'on pourrait écrire. Mais alors, on va aller un petit peu plus loin, on va s'amuser sur des vraies librairies, parce que finalement, JavaScript Algorithms, c'est sympa, mais c'est pas utilisé en prod chez vous et moi. Et donc, on va essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus intéressant. On va s'intéresser à la fonction isEqual de underscore. Underscore, qui est une librairie qui a été pas mal utilisée, qui est toujours utilisée. Et isEqual, elle a une propriété qui est assez sympa, une propriété qui est mathématique, qui est de dire que la propriété d'égalité est symétrique. Ça veut dire, être symétrique, ça veut dire que si je prends 2 valeurs aléatoires, donc si je demande à mon framework de générer 2 valeurs totalement aléatoires, je m'attends à ce que isEqual de AB soit la même chose que isEqual de BA. On va essayer d'écrire ça finalement avec le framework. Non, il me reste assez de temps. Donc on va... Je vais reprendre un template pour underscore. Donc là, j'ai déjà tiré la lib underscore. Hop. On va écrire donc, comme tout à l'heure. Donc on écrit une propriété. Je vais essayer de le faire comme ça pour l'instant. On écrit une propriété. Donc pareil que tout à l'heure, on a un test runner. Ah, c'est parfait. Donc on a un... Attends, il y a celui-là, il n'est pas allumé. On a un test runner, donc assert, on a une propriété. Notre propriété, ici, on va lui demander de générer un peu n'importe quoi, donc on utilise anything. Anything, il prend pas mal de paramètres. On va s'amuser à lui demander des options en plus, genre des box values, parce que ça gère les box values, et des object strings, c'est aussi notre option qui permet d'avoir des strings qui ressemblent à des objets. On va générer ça 2 fois, parce qu'on veut générer A et B, et notre propriété, c'est de prendre A et B, et de vérifier que underscore de isEqual, j'ai pas l'autocomplete, de AB est égal à underscore de isEqual de BA. On écrit ça, on sauvegarde. Normalement, le test est lancé tout seul dans VS Code, mais je vais quand même le relancer au cas où. Et donc le test il passe sans trop de surprise. Là, ce qu'on pourrait se dire, c'est si on veut écrire une propriété, on peut se demander si ça va passer sur le long terme. Donc pour vérifier ça, dans FastCheck et dans les autres frameworks, on peut spécifier un nombre de runs. Et là, vu qu'on veut vérifier vraiment que ça va bien passer sur le long terme, on va mettre 1 million de runs, puisque au moins ça sera plus long, ça va permettre de peut-être trouver des cas. Et là, en fait, si vous voyez bien la petite ligne rouge ici, en fait, il y a un bug dans underscore qui fait que isEqual de new number 5e-324 et 0 n'est pas symétrique. Donc en fait, dans certains cas, ça renvoie true, dans d'autres cas, ça renvoie false. C'est un bug qui traîne depuis très longtemps. J'ai ouvert la PR ce midi pour le fixer. Et en fait, ce bug, il n'est pas que dans underscore en réalité. Donc ça, c'est la propriété qu'on a écrite.
Ce bug, en fait, je l'ai reporté initialement dans Jest. Il y avait le bug dans Jest dans une des releases majeures qu'ils ont eues. On avait exactement le même problème, le toString equal posé ne marchait pas forcément sur certaines valeurs. Il y a d'autres bugs que j'ai reportés grâce au property-based testing dans Jest, notamment le fait que c'était asymétrique pour des sets, donc notamment Jest ne marche pas pour les sets. Et voilà. Le property-based testing, en plus de l'appliquer sur des libs, comme on l'a vu, sur des codes assez simples, on peut aller un tout petit peu plus loin. On peut l'appliquer sur des interfaces utilisateurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Une interface utilisateur, la plupart du temps, va le tester avec un scénario d'entrée pour lequel on s'attend à des sorties. Mais on peut très bien le tester sur une interface utilisateur comme un puissance 4, dans lequel les entrées, ça va être cliquer sur des boutons, et les sorties, c'est par exemple, j'ai cliqué dans une colonne, j'ai un élément qui s'ajoute dans la colonne. Et donc voilà, c'est tout pour ce talk. J'espère vous avoir appris quelques trucs. On va prendre quelques questions. Beaucoup, c'était passionnant, surtout pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas trop la technique. Est-ce que cette notion de computer-based testing sert par exemple pour qualifier les puces électroniques ou pas? Ou est-ce que c'est des techniques qui sont uniquement utilisées en termes Je sais pas trop. Enfin, en gros, l'idée c'est de définir des relations entre des entrées et des sorties. On pourrait très bien imaginer effectivement que ce soit appliqué à d'autres domaines, potentiellement plus électroniques ou autre chose. L'idée c'est vraiment si on a une relation entre des entrées et des sorties qu'on peut valider, on peut peut-être appliquer ce genre d'outil également. À propos du shrinking, ça tu vas montrer sur les chaînes de data, donc on voit bien comment il fait, il prend des chaînes plus courtes. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir le même genre de truc pour les entiers? Ouais, alors sur les entiers, ça va réduire vers 0 en général. Enfin, ça va tendre vers 0. Donc si ton entier, ça plante au-dessus de 10 000, bah, il va arriver à trouver que c'est 10 000 la valeur qui pose problème. Sur un objet, par exemple, il va shrinker aussi vers l'objet le plus petit. Sur des fonctions, il va shrinker vers des fonctions aussi, parce que ça gère aussi la génération de fonctions. Ça peut gérer un peu toutes les data structures que vous avez en JavaScript de manière automatique, y compris les structures récursives. Et ça garde le shrinker pour les structures récursives. Une question de ce côté-là. Une question sur les use cases principaux. Vous parlez de lib par exemple. Ouais. Is-equal. C'est quoi les use cases principaux du property-based testing? Parce que si tu me dis je vais tester mon interface utilisateur avec property-based testing, comme je sais que c'est lent, je vais pas le faire. Je ne vais pas répéter 100 fois un scénario qui prend 100 secondes. Alors, j'avais testé Acrito, je ne suis plus du tout Acrito, mais à l'époque j'avais testé Acrito sur des interfaces utilisateurs pour justement trouver des bugs. En fait, j'avais lancé plutôt en tâche de fond, c'est-à-dire un run par soir comme ça. Okay. Ça m'a permis de détecter des bugs dans la UI. Je m'amusais à cliquer un peu n'importe où dans un formulaire, c'est un formulaire, et en fait, je trouvais des fois des combinaisons de certains champs qui faisaient potentiellement crasher le système. C'est un outil interne. Et en fait, ça m'a permis de trouver des combinaisons qui posaient problème et après de shrinker vers les plus petites combinaisons qui posent les problèmes. Et donc pas genre dans ton build. Alors pour les tests d'interface, clairement pas. Par exemple, aujourd'hui, pour info, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Jest l'utilise pour se tester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tester, quand Jest build sa CI, dans leur CI, ils ont aujourd'hui des tests de propriété pour vérifier notamment l'algorithme diff de deux objets ou vérifier le toEqual que j'ai montré tout à l'heure. Et j'utilise FastChain aussi pour... Hello. Ouais. Ça a l'air assez... une autre manière de penser, de créer cette insertion, cette fausse insertion au début, genre je prends la chaîne, je le mets au début, et puis pour chaque test un peu différent. Ouais. Comment on arrive à penser comme ça? Est-ce qu'il y a des exemples où on peut regarder comment créer justement ces tests parce que ça n'a pas l'air évident à réfléchir comme manière de réfléchir au début. En gros, tu as des patterns qui s'appliquent bien. Okay. Je dirais que la plupart du temps, ça dépend vraiment de ton algo, mais il y a des patterns assez simples qui sont... tu as une fonction toString et une fonction FromString. Concrètement, là, tu peux t'amuser à voir si toString de FromString, enfin FromString de toString te redonne bien l'identité.
Je l'avais utilisé sur JS-YAML notamment, où tu peux vérifier qu'en fait, tu as donné une valeur, tu l'as stringifiée, tu essaies de la relire, ça marche toujours. C'est un cas assez classique. Tu peux vérifier des trucs de stabilité par exemple. Tu lances une commande et si tu la relances une deuxième fois, tu es censé garder le même output, enfin tu es censé être stable. Tu peux vérifier ça, tu peux vérifier par exemple la croissance d'une fonction, si tu as une fonction croissante, donc là on est un peu plus mathématique à ce niveau-là. D'autres cas, c'est des fois tu as des algos dans lesquels tu sais très bien que pour ces entrées en particulier, cette gamme d'entrées, tu auras certaines choses que tu vas vérifier. Tu peux écrire un test qui va juste donner ce type d'entrée, enfin ce type d'objet en entrée, et vérifier qu'à la sortie on a bien la propriété. Et encore une fois, ça ne remplace pas le test d'exemple, donc l'idée c'est pas forcément de tout couvrir. En gros, il ne faut pas s'attendre à réécrire l'output à 100%. Des fois, on ne va pas arriver à savoir la valeur exacte, mais on va potentiellement avoir des idées de la valeur. On va prendre la dernière question. Alors, merci pour le talk. Tu parlais que tu avais testé sur les UI de Criteo. Ouais. En fait, je suis assez curieux de savoir comment tu arrives à définir un set de sorties valides ou d'erreurs sur quelque chose de complexe et une UI où en gros tu as 50 000 trucs. Donc en gros, pour les UI, au lieu de générer des data structures, ma data structure ça va être un tableau d'opération que je vais appliquer sur un UI. Tableau d'opération, ça va être cliquer sur un bouton, remplir un champ texte, potentiellement enregistrer un formulaire. Moi, les opérations que j'avais mis, c'était donc cliquer sur les boutons, etc. Et save le formulaire. Le save du formulaire, il y avait une opération que je vérifiais en entrée en sortie, c'était je prenais entre guillemets un screenshot du contenu de la page, je save, je faisais un F5 et je regardais si après le save et le F5, j'avais toujours le même contenu. Et en général, ça m'a permis de trouver des bugs. Un autre truc, c'est regarder les erreurs dans la console. C'est pas forcément aussi pointu qu'un test classique, mais ça peut peut-être trouver des cas qui étaient problématiques, enfin qui sont problématiques. D'abord, moi, des félicitations parce que c'est super cool. Mais j'ai une petite question. J'ai l'impression que l'utilisation que tu en fais là, c'est une façon de détecter des espèces de edge cases un peu loin, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que toi, ta recommandation, c'est d'inclure ce genre de test-là dans la CI? Ou est-ce qu'en fait, tu peux imaginer qu'au moment où tu définis tes tests unitaires, tu le fais roder avec des millions de tests comme ça, tu détectes un peu tes edge cases à ce moment-là, puis tu mets des tests unitaires qui vont eux seulement tourner en tant que test d'anti-régression, quoi, plutôt que de fonctionner à chaque fois avec beaucoup d'itérations. C'est une bonne question. Dans l'ensemble, j'aurais tendance à dire, en fait, il y a les deux côtés. Il y a le côté un peu unitaire du test, dans le sens où on peut le lancer, par exemple, dans le cas de EasyCall, normalement c'est un test qui va se lancer 100 fois, comme je disais, la propriété elle se lance 100 fois. Dans le cas d'un test d'intégration, clairement, on ne va pas le mettre dans la CI, c'est beaucoup trop coûteux. Je pense que suivant les cas, sur les petits tests unitaires, si on reste vraiment très proche de l'unité de fonction, on peut s'amuser à le lancer vraiment dans la CI. Ça permet vraiment de trouver des régressions et potentiellement de trouver des bugs très longtemps après. C'est-à-dire que le gros problème en fait de ce genre d'approche, c'est que potentiellement votre CI est verte et du jour au lendemain, sans raison, elle passe rouge sur un des tests parce qu'en fait il y avait un cas très très rare qui s'est présenté qu'une seule fois jusqu'à présent, mais vous êtes content qu'il se présente. Donc, je dirais que c'est bien de l'avoir dans la CI, c'est pas si coûteux que ça. Par défaut c'est 100 runs, mais en fait on peut avoir rider le nombre à 10 ou beaucoup moins si nécessaire. Mais c'est vraiment genre à voir au cas par cas, je pense. Ok, merci.